C'est un honneur de vous retrouver, mesdames et messieurs, merci. Vous suivez Grande Tribune. Nous parlons actualité. D'abord, cette actualité, le concert de Fally. On parlera un peu de ça. Et puis, Bunagana, qui reste notre principal centre de concentration. On en parlera tout à l'heure. Mais il faut aussi un œil sur ce qui se passe dans la diplomatie congolaise. Mesdames et messieurs, je reçois mes invités. Christian Moleka, coordonnateur de la DIPOL RDC, Edmond Izuba, journaliste de Impact. Non, pardon. Edmond Izuba, c'est opinion.cd. Ben, tu sais, parfois, j'ai dit habitat.cd, opinion.cd. C'est la même chose, tu me passeras. Et puis, Luc Malembe, qui est politicien, il est cadre de SID, mon communicateur de la Mouka. Comment allez-vous? Je vais bien, monsieur Christian. C'est toujours un plaisir de... Je vous inviterai de temps en temps, de toutes les façons. C'est toujours un plaisir d'être avec vous dans ce beau cadre. Merci. Que j'ai toujours félicité. Merci beaucoup. Vous êtes le seul à venir, pas le seul, parmi les rares cadres de la Mouka de venir ici sur mon plateau. Et bon, moi, je crois qu'à la fin, on est compatriotes. Ouais. Il ne faut pas qu'on fasse de la politique une inimité. Très bien. Je ne fais pas ce genre de politique. Edmond Izuba, si je vous reçois aujourd'hui, c'est parce que vous avez assez de connaissances sur la question de l'Est de la République pour avoir été plusieurs fois là-bas. Quand vous êtes parmi ces journalistes qui ont fait plusieurs voyages à l'Est de la République, vous maîtrisez beaucoup de questions de terrain et vous allez rencontrer Luc Malembe qui est originaire de là, du coin. Donc je crois que sur ce plateau, il n'y aura que de la vérité, que de l'information et pas de la désinformation à ces sujets. Christian Moleka, je vous invite parce que vous avez des connaissances larges sur la diplomatie, mais aussi sur les questions stratégiques de notre politique et la question politique, puisque vous êtes d'abord politiste et puis vous avez un penchant assez avéré sur les questions de diplomatie. Donc c'est pour ces analyses-là que je vous invite aujourd'hui. Mesdames et messieurs, donc on va ouvrir le débat, mais la particularité, chacun de nous a au moins un sujet d'actualité, de son choix qu'il veut développer. Et puis nous passons à la grande question. Edmond, je commence avec vous. Quelle est l'actualité qui vous intéresse aujourd'hui? Vous avez 1 minute ou 2 pour ça. Merci beaucoup. L'actualité qui défraie la chronique reste celle du stade des martyrs de la Pentecôte, avec la livraison musicale de Fally Ipupa. Dernièrement, surtout l'actualité à Kinshasa, pour ne pas généraliser. Il y a une sorte de compétition de musiciens qui veulent cette fois-ci démystifier les stades des martyrs, que le Wenge, Werajibé et d'autres musiciens dans le passé ont eu à fouler les pieds. Alors, pour ce qui est de Fally Ipupa, le 29 octobre dernier, il y a eu 2 morts. Au-delà du spectacle, il y a les vies des Congolais, des Quinois qui ont été fauchés. Je profite de votre micro pour présenter mes sincères condoléances aux familles éplorées. Mais aussi, j'ai remarqué, après enquête de la police, un communiqué qui a été signé par le général Silvano Kasongo. Donc le mort, c'est au-delà de ce que nous imaginons, parce que j'ai comme l'impression que chaque jour qui passe, il y a des victimes, surtout de ceux qui ont fréquenté les concerts de Fally Ipupa. Mais aussi, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que il y avait premièrement la désorganisation d'abord de ces concerts, parce qu'il est anormal qu'on nous dise que les organisateurs ont vendu plus de 100 000 billets. Pourtant, l'espace réservé ne pouvait plus contenir 100 000 personnes ou 100 000 places assises. On peut faire une mathématique simple. Quand vous prenez la partie qui était couverte derrière le podium, vous vous rendez compte qu'il y avait au moins 21 000 places buffet. Du coup, il fallait revoir les calculs et le nombre de billets. Et aussi, quand vous revenez avant le concert, vous vous rendez compte que dans le tapage des billets vendus, récupérés aussi par les partenaires, quand vous faites une sommation,
quand vous prenez Bralima qui dit avoir au moins récupéré 50 000 Vodacom, vous avez Orange, et vous avez même des sociétés qui fabriquent des cubes magiques, qui distribuent des billets. Vous avez des stations d'essence comme Total. Et quand vous faites la sommation de tout ça, vous vous rendez compte que on a exagéré les nombres de billets. Non seulement que les billets n'étaient pas vendus, parce que quand on vend le billet, justement, c'est pour limiter les nombres. Et quand on vend le billet, on a compris avec les concerts dans le passé, on vend le billet pour limiter le nombre parce qu'on estime que le montant placé, c'est accessible à une certaine catégorie de personnes. Et quand vous offrez le billet comme ça se faisait avec les concerts de Fally, c'est comme si vous appelez les gens à venir s'étouffer au stade des Martyrs. C'est ça ce qu'a remarqué la police. Et au-delà que le billet était pratiquement gratuit, mais il y a quand même les jeunes qui en ont fabriqué des faux. Donc la police dit avoir arrêté au moins 10 000 billets, des faux billets. Donc il faut que les responsables de cette situation, y compris la police qui n'était pas capable de gérer la masse, parce que j'apprends qu'il y avait des sorties réservées aux VIP. J'imagine, avec notre police, la plupart des éléments étaient plus focalisés vers le VIP que des personnes lambda. Donc, du coup, il y a eu un laisser-aller de ce côté-là. Et la masse, c'est la bousculade. Et puis, on enregistre des morts. Je profite de l'occasion pour saluer les services médicaux qui ont travaillé cette nuit-là. Ils ont quitté les stades à 2 h du matin. Grâce à eux, qu'on a pu récupérer certaines personnes. Si l'équipe médicale n'était pas au stade, dans l'esplanade, on aurait eu beaucoup de morts, les morts plus que nous imaginons. Très bien. Alors... Donc, salutations, sincères salutations, et pardon, félicitations aux Blouses Blanches qui ont travaillé cette nuit-là, les jours du concert de Fally Ipupa. Luc Malembe, est-ce que vous avez un choix particulier d'un sujet ou vous voulez abonder dans le même sens? Rapidement, dans le même sens que le compatriote Edmond, c'est que moi, je suis d'abord peiné de parler de ce dossier qui me semble quelque peu scandaleux. Vous ne pouvez pas imaginer le sentiment que cette activité a eu, ou l'écho que ça a eu à l'est du pays, où les compatriotes vivent l'agression une nouvelle fois du Rwanda. À mon avis, d'abord, on a tous crié que le moment n'était pas bon pour ce genre d'activité. Encore que nous, on se demande, c'est quoi la motivation derrière? Pourquoi j'entends que quelqu'un d'autre aussi annonce être dans ce même stade d'ici là? Le 25 décembre, c'est Eric. Voilà. Donc, c'est comme s'il y a en tout cas, il y a une certaine planification venant de quelque part qu'en ce moment ici, il faut que ce genre d'activité se tienne, alors que le moment est mal choisi. Comment nous pouvons nous dire que nous sommes en guerre, agressés, une partie de notre territoire est occupée, et nous, dans la capitale de notre pays, on se livre bonnement comme ça à ce genre d'activité, une manière de banaliser notre propre guerre. Ce n'est pas une guerre de l'Est, c'est une guerre du Congo. Donc, ce sont des morts qu'on devait éviter. Ensuite, je dis que nos artistes là, est-ce qu'ils savent la responsabilité qu'ils ont? Fally Ipupa peut faire mieux que ça. Nous sommes en guerre. Il peut utiliser son influence, son aura, sa popularité autrement, au service de la paix pour le pays, en ce moment précis. En faisant quoi? Ce n'est qu'un musicien, il a que sa guitare. Je suis d'accord. Et sa voix. Je suis d'accord. Non, mais on a vu en Ukraine. Vous avez vu comment? Est-ce qu'il manque des gens pour les mobiliser? Le pouvoir ne les mobilise pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils peuvent mettre au service de notre pays. C'est des ambassadeurs, ces gens. C'est des ambassadeurs. Si Fally va en France, il y aura du monde. Ils passent un message. Parce que notre message ne passe pas diplomatiquement. Alors utilisons d'autres voies. L'Ukraine a utilisé les Miss, a utilisé tout ce qu'elle a comme influenceur pour que son message passe contre la Russie. Et ça fonctionne. Mais chez nous, ça ne fonctionne pas. Donc, on devait utiliser nos musiciens pour autre chose, pas pour commencer à abrutir notre population en ce moment ici, ou à les faire tuer. Toutes ces dizaines de compatriotes qui sont morts, ils pouvaient aller combattre et mourir dignement que de mourir pour rien. Alors, mais rapidement, nous, chez nous, l'actualité, c'est que le président Fayoulou, qui était en tournée en Europe et en Amérique, a été obligé d'écourter
son séjour qui continuait. Il doit rentrer d'ici le 13 et, comment dire, regagner le pays et essayer de voir avec les autres acteurs ici parce qu'il a demandé une union autour de la classe politique sur cette question de l'agression de notre pays. Donc, il rentre d'ici le 13 et pour apporter sa contribution pour qu'enfin nous puissions voir comment ensemble on est d'abord on ne peut pas gagner une guerre sans cohésion à l'interne. On va y en parler. Donc, c'est une invitation à tous nos militants de se préparer le 13 novembre pour accueillir le président élu. Vous allez aller l'accueillir à l'aéroport? Oui. Il y aura un meeting à Sainte-Thérèse. Et puis, voilà. En quoi est-ce que c'est différent un meeting politique et un concert? Et un concert. Parce que ça réunit tous les gens. Non. Là, nous ne parlons que pays. Nous ne parlons que mobilisation. Nous ne parlons pas de nous amuser, de danser ici. Vous voyez? Parce qu'il faut, je vais y revenir en tout cas, il faut, pour gagner une guerre, il faut mobiliser votre peuple avec vous. D'accord. Je peux parler, si vous permettez, juste pour rencontrer. Sinon, on ouvre le débat déjà. Mettez ça quelque part, on va revenir sur la question. Christian Moleka, quelle est l'actualité qui vous a retenu, qui a retenu votre attention? C'était les questions d'urbanisation, mais juste un peu abondé sur tout ce que tout le monde a dit avant de revenir sur mon sujet. Moi, j'ai été frappé par la manière dont la presse internationale a parlé d'événements, notamment les médias étrangers. Et je crois qu'à un moment où le pays prépare des grands événements comme la francophonie, c'est un mauvais signal que nous avons lancé sur notre capacité à gérer les grands événements. Il est nécessaire que l'attention soit portée sur de tels événements parce qu'ils participent également à construire la perception à l'international de notre capacité à gérer les grands mouvements des masses et ainsi de suite. Et donc, s'il y aura concert le 25 décembre, je crois qu'il faut que les décideurs, les dirigeants prennent cela au sérieux pour ne pas donner une perception négative du pays. Mais la question qui m'intéressait, moi... Vous n'êtes pas contre le fait qu'il y ait des concerts pendant la guerre? Vous ne trouvez pas que c'est une distraction? C'est aussi envoyer un mauvais signal, un peu comme si ça ne vous intéressait pas? Bon, tout dépend de ce qu'on met dans le concert. Parce que la musique peut à la fois être un vecteur faut pas passer un message. N'oubliez pas que l'Ukraine qui est en guerre a un club Dynamo Kiev qui joue à la Ligue des Champions. Ils n'ont pas dit, bon, parce que le pays est en guerre, nous arrêtons la Ligue des Champions, nous jouons plus le divertissement et que tout le monde se concentre sur la guerre. Ils sont en train de jouer la Ligue des Champions. Vous voyez, donc il y a cette dimension à utiliser. On peut utiliser le canon musical pour faire passer de messages. Ah, donc vous, le problème, c'est qu'est-ce que vous faites? Comment on utilise ces genres d'événements pour faire passer de messages? Parce que ça peut être des supports exactement pour communiquer avec la population et faire passer de messages. Est-ce que ça n'interroge pas notre capacité de gérer comme vous l'avez dit d'ailleurs si bien, ces événements? Nous n'avons pas d'ambulance, nous n'avons pas de service de sécurité, on n'a pas de service d'entretien après, et puis après le stade, je sais pas, je me pose la question, qui va payer les casques qu'il y a eu là? J'ai vu, mais c'est des tonnes d'immondices qu'on a jeté finalement dans le stade. Comment ça va se passer? Qui paie le frais de tout ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas que l'on réfléchisse plus tard sur des questions comme ça? L'une des questions sur lesquelles les Congolais, apparemment, nous ne sommes pas tous assez forts, c'est la planification. Ouais. Et de tels événements reposent sur la planification. Si vous ne planifiez pas en amont toutes ces questions en faisant un bon retour, vous aboutissez, parce que quand vous ne planifiez pas, vous planifiez le chaos. Je crois que c'est là où il nous faut améliorer la planification des activités, la planification de tels événements pour que vous n'arriviez pas à avoir des cas non préparés. Et donc, les buts de la planification, c'est également faire des simulations, d'inventorier proactivement les différents scénarios et en amont, identifier les solutions à ces scénarios-là. Je crois que c'est la dimension qui nous manque. Il nous faut professionnaliser ce qu'on fait et quitter... les Congolais, nous sommes forts en termes de talent. Hein, mais le talent seul ne suffit pas. Il faut au talent ajouter l'organisation, donc la planification, et c'est ce qui nous manque, qu'il nous faut pousser. Très bien. Mais la question qui m'a beaucoup frappé, c'est que la semaine a été pluvieuse et on a vu la ville de Kinshasa sous l'eau. Ça veut dire, là encore, il s'agit de planification urbaine. Nous avons un système de canalisation d'eau qui a vieilli. Nous avons un plan d'organisation urbaine, le SOSAC, qui est dans les tiroirs, qui ne préoccupe personne. Et donc, nous subissons encore des drames parce qu'au niveau de la planification urbaine, le dirigeant congolais, il semble un peu absent. Et donc, si nous n'anticipons pas les questions, eh bien, nous allons, dans les années à venir, subir des dégâts plus grands. Je vais donner un chiffre. Il y a un rapport, Working Paper, publié par un think tank européen qui s'appelle Global City, américain plutôt, qui a dit qu'à l'horizon 2075, Kinshasa sera la ville la plus peuplée du monde avec 58 millions d'habitants. 2075, c'est pratiquement 50 ans. Donc d'ici à 50 ans, nous aurons 58 millions d'habitants dans cette ville
Ça veut dire quel système d'irrigation et de canalisation d'eau nous aurons demain, quelle mobilité pour ces gens, comment on les nourrit, comment ils vont étudier, où est-ce qu'ils vont être logés, comment ils vont manger. L'habitat pose un problème déjà. Et si nous n'avons pas cette capacité Ouais. à planifier, parce que c'est vraiment le secteur où nous semblons tous faibles, si nous n'arrivons pas à planifier, eh bien nous allons planifier les chaos dans les années à venir. Il faut que les dirigeants se réveillent et que nous remettions au cœur du développement la planification. Mesdames et messieurs, merci. Hein. Vous suivez, ça c'était juste l'introduction, la place maintenant à l'information. Bunagana sous pression, Karega expulsé. Vincent Karega, l'ambassadeur de la République du Rwanda, en poste à Kinshasa, a quitté, dans les conditions que vous voyez à la télé, a quitté Kinshasa le lundi 31 octobre, après avoir été notifié par le VPM, ministre des Affaires étrangères, de son expulsion décidée par le gouvernement congolais. Le geste, il est typiquement rwandais. Généralement, ils se lèvent pour prendre des choses qu'on leur donne. Une décision consécutive à l'entrée le samedi 29 octobre du M23, soutenue par le Rwanda à Kiwanja et à Rutshuru au centre, dans la province du Nord Kivu. Entre-temps, la vie de la population qui vit dans les zones occupées par les forces rebelles ne fait que se dégrader, notamment à Bunagana. Une situation humanitaire inquiétante qui ne cesse de dénoncer la société civile locale. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. Alors, on commence avec Luc Malembe. Luc, parce que vous êtes du coin, situez-nous d'abord la ville ou la cité de Bunagana. Quel est l'enjeu de Bunagana? Puisque beaucoup de Congolais ne connaissent pas où se situe effectivement Bunagana. J'ai entendu quelqu'un dire on va annexer Bunagana au Rwanda. Oh non, Bunagana, on va l'annexer au Rwanda. Alors à un moment donné, vous qui vivez dans le coin, expliquez-nous la situation, la carte est derrière vous. Dites-nous exactement Bunagana se trouve à quel niveau et quels sont les enjeux de Bunagana. Vous pouvez donc vous tenir l'écran pour toucher même si possible. Vous levez, il n'y a pas de problème. Non, mais pour nous montrer. Ça sera un peu compliqué. Non, pas du tout. Il peut Il nous fallait prendre montrer. la carte du Nord Kivu. Ah, ok. Là, on ne sait pas le situer. Là, on ne saura pas voir. Hein? Exactement. Ah, d'accord. Bah, malheureusement. Il faut prendre la carte Du Nord Kivu. du Nord Kivu. Bon, Un très peu bien. plus loin même, descendre vers Rutshuru. Oui. C'est ce que je fais à notre parti. Ouais. Parce qu'avant de condamner la population de Kinshasa, elle n'est pas assez Ouais. impliquée pour dénoncer ce qui se passe, c'est justement ça. On ne connaît pas, notre pays est grand et notre pays n'est pas connecté. Il n'y a pas de route pour quitter Kinshasa et aller à Goma. C'est cher, c'est pas n'importe quel Kinois qui peut se donner ces luxes. Les gens de l'Est pour venir à Kinshasa, c'est du luxe. C'est un luxe, je sais. Voilà. Alors, Bunagana est un coin stratégique. C'est l'un des postes douaniers. Est-ce que derrière vous pouvez bien voir ça? Ça c'est beau. Non, hein? Non, impossible. Il faut la carte du Nord qui vous D'accord, Seul, on va chercher voilà. la carte du Nord Kivu. Il n'y a pas de problème, rasseyez-vous. La On carte trouvera du la Nord carte Kivu. du Nord Kivu plus Soit tard. Les Ok. territoires de Rutshuru. Il y en a sur Internet, on peut trouver. Il n'y a pas de problème. Les temps qui cherchent. Alors, Ok. voilà, c'est que c'est un poste douanier. Les chiffres de la DGDA donnent entre 500 et 700 000 $ de recettes douanières chaque mois pour la frontière de Bunagana. Et il se situe évidemment dans la province du Nord Kivu, en territoire de Rutshuru. Bunagana est à la frontière ougandaise. Pas rwandaise. Non, la frontière rwandaise est un peu en bas. J'y ai été avant toutes ces histoires. Vers, Elle n'est pas très loin, bien sûr, mais Bunagana n'est pas vraiment à la frontière rwandaise. Est-ce qu'il est possible d'annexer le territoire de, pardon, la ville de Bunagana au Rwanda? C'est possible de l'annexer? Non. Il n'y a pas de possibilité Non, d'annexion. parce que la frontière est un peu loin. D'accord. Plutôt les montagnes où les rebelles ont commencé, Runyoni, voilà, c'est ça qui est à la frontière rwandaise. Ok. Mais la cité de Bunagana, la douane n'est pas à la frontière On fait rwandaise. combien de temps? On fait combien de temps pour quitter Rwanda, hein, la frontière du Rwanda et Bunagana? On peut faire combien de temps? Non, c'est, je crois, une dizaine de kilomètres. Ah, c'est pas si loin en tout cas. C'est pas si loin. D'accord. Mais on ne peut pas l'annexer au Rwanda parce que ce n'est même pas avec le Rwanda. C'est D'accord. impossible. Plutôt avec l'Ouganda. Donc, il était impossible pour l'armée rwandaise, parce que pour nous, il n'y a pas de M23. Il n'y a que l'armée rwandaise et ougandaise. Ok. Il était impossible que l'armée rwandaise s'empare de Bunagana si l'Ouganda n'avait pas coopéré. Si vous parlez à nos officiers qui sont là, c'est qu'ils ont été frappés parce que l'armée rwandaise est passée par l'Ouganda pour rentrer. Donc l'Ouganda a facilité l'entrée.
pour entrer. Mais n'est-ce pas que l'Ouganda et le Rwanda avaient des problèmes il n'y a pas C'est faux. longtemps? C'est faux, C'est hein? qu'ils ils ont fait ça pour Pour nous berner. les nouveaux Une diversion. régimes. Voilà. Donc, ils ont stimulé un semblant de conflit. Oui. Et nous, on a pensé que si on donne ça à tel, on donne ça à tel, on Oui. tire notre épingle du jeu, mais c'était un jeu. Ah. Ces deux gens-là, Museveni et Kagame, sont intimement liés. C'est Museveni, donc Kagame a aidé Museveni à prendre le pouvoir dans leur rébellion par coup d'État en 86. Et de l'autre côté, Museveni lui a rendu l'ascenseur, il lui a aidé à prendre le pouvoir à Kigali. Ah, d'accord. Et les deux sont des nilotiques. Ils sont dans cette logique de croire qu'un jour, ils peuvent dominer. L'Empire. Voilà, bon, je ne veux pas vraiment confirmer ce mot, Ok. mais ils ont dans la logique qu'un jour, ils peuvent dominer tout cet espace, Rwanda, Ouganda, Rwanda, Burundi et l'Est de la RDC. Mm. Pour eux, c'est ça. Parce que pour Kagame, le Rwanda est trop petit pour lui. Pour Museveni, l'Ouganda est trop petit pour lui. Donc, ils doivent s'emparer de terres Voilà. congolaises. Ok. Donc, maintenant, le Karega, parce que je crois que c'est de ça qu'on Oui, parle. on parle de ça, exactement. D'abord, vous avez situé Bunagana, mais maintenant, si on veut évoluer, toujours avec vous, est-ce que vous avez en mémoire des villages, vous allez donner la définition si vous voulez, des villages, des territoires qui étaient occupés sous Kabila, que Tshisekedi a libérés sous son mandat? Est-ce que vous avez ça en mémoire? Si oui ou non, si oui, vous nous dites, sinon, il n'y a pas de problème, dites-nous aussi. Non, non, il faut dire ici, Oui. honnêtement, que quand M. Tshisekedi arrive, il n'y avait pas un village occupé. Ok. Voilà, là, le M23 a été défait. Et puis... Non, pas que le M23, il y avait les Codeco, il y avait non, non, beaucoup les d'autres groupes choses. armés, Les groupes il y en armés. avait. Oui. Non, il y en avait. Ah, il y a des qui centaines occupaient, des centaines qui occupaient. Non, la différence maintenant, moi je suis de l'Ituri. Ouais. La différence, c'est qu'on a des groupes armés locaux. Nous avons Codeco là-bas, nous avons Zaïre, nous avons Chini Akilima et tout ça. Chine Kilima. Mais en fait, ils n'installent pas d'administration. Même s'ils sont localisés dans un village, l'administration locale est toujours là. Ok? C'est ça la différence. Ils viennent en déstabilisation et puis Voilà, partent. ils tuent, ils attaquent pour chercher des minerais ça et là ou attaquer les positions de l'armée. Mais ils ne gèrent pas une entité. Mais depuis que Tshisekedi est là, par exemple, l'IPRI est à Ils sont l'abri, toujours à là. l'abri Non, de les ces prix Codeco et non, tout les le Codeco reste. sont toujours là et l'armée est là. Ils cohabitent en fait. L'IPRI, tout ça, le territoire de Djougou, c'est l'or. Territoire de Djougou. C'est l'or. Mm. Les Kibali, donc les Kibali Gold. Kibali Gold, ou disons Sokimo, tout ça. Sakima, Rand Gold. C'est ça, c'est l'Ituri et les Rotoueli. Mm. Je crois que c'est la partie la plus riche en or de notre pays. Exact. Alors, tous ces groupes armés, en fait, l'enjeu, c'est l'or. On ne fait pas la guerre pour rien. Que ce soit Codeco, tout ça, leur enjeu, c'est l'or. Ils contrôlent des sites miniers, il y a l'exploitation artisanale. Ils prennent en otage un site où il y a des artisanaux, des jeunes gens, on les prend en otage, on leur dit, voilà, quand vous exploitez, vous nous donnez autant. Et où est-ce qu'ils vendent? C'est en Ouganda. Tout l'or de l'Ituri, que ce soit les Chinois, que ce soit tous ces gens qui pillent de manière illégale, y compris dans la réserve de faune Okapi aujourd'hui, sous l'état des sièges. La réserve de faune Okapi est en train d'être envahie par les Chinois. Sous l'état de siège, protégée par des militaires FARDC. Des centaines. J'ai une société ici qui s'appelle Kimia Mining, dans les territoires de Rutshuru. J'apprends qu'elle est protégée par 200 militaires FARDC, s'il vous plaît. Pendant que dans cette route, dans cette zone, les ADF qui ont Votre information, elle est vraie? Mais je vous dis, vous pouvez la vérifier. D'accord. Kimia Mining, 200 militaires FARDC, pendant que dans cette zone, avec l'arrivée de l'armée ougandaise, ils ont fait fuir les ADF qui ont fui la frontière avec l'Ouganda, le territoire de Béni. Ils sont venus en profondeur dans la forêt à Mambasa. Les ADF contrôlent la route nationale numéro 4 qui va de Béni à Kisangani en passant par l'Ituri. Totalement. Mais il n'y a pas de militaires pour protéger les populations. Les militaires sont plutôt vendus aux Chinois qui payent de l'argent. Très bien. Alors, je reviens à vous tout à l'heure, hein, Luc, Oui. on va revenir pour la question de Karega. Alors, je vous écoute aussi, vous, Edmond, puisque vous êtes aussi du coin et que vous connaissez le coin, vous avez fait les tours, beaucoup de tours là-bas. Qu'est-ce que représente réellement Bunagana pour nous? Puisque j'ai comme l'impression, en fait, certains Congolais pensent qu'on fait un peu de trop une certaine fixation
un peu sur Bunagana, comme si tous les villages qui avaient été récupérés, ou tous les villages où il n'y avait plus de, il y avait eu des problèmes avant et qu'il n'y a plus de problèmes, sont moins importants, et que seulement Bunagana est très important que les autres. Qu'est-ce que ça représente pour nous, Bunagana? Merci beaucoup. Bunagana représente beaucoup pour les habitants de Rutshuru. Surtout ceux qui habitent la commune de Rutshuru Centre, ça veut dire ils ont, pour la plupart, les commerçants ont leurs activités à Bunagana. Bunagana, c'est un centre commercial que beaucoup confondent aujourd'hui à une ville. Ça n'a jamais été une ville. Bunagana, c'est justement une cité. Alors, le choix de Bunagana pour le 1-23, parce que Bunagana regorge non seulement des activités minières, mais aussi il y a la présence, je dirais, des hommes d'affaires à Bunagana. Donc, ils sont entrés, en entrant, d'ailleurs, ils ont récupéré beaucoup de mines. Ils les ont expédiés vers l'Ouganda. Et là, ça les a permis d'asseoir. Parce que, tu vois, les butins de guerre, il faut avoir un peu de sous. Et c'est ça ce qui a permis la survie depuis tout ce temps de rebelles du 1-23. Alors, Bunagana, depuis l'arrivée du 1-23, il y a certaines populations civiles qui n'ont pas voulu quitter Bunagana. Parce qu'effectivement, comme mon frère a dit tout à l'heure, quand le rebelle arrive, ou quand il y a même des attaques de façon sporadique, on commence d'abord par prendre le contrôle des accès par route, on bloque les accès, et le lendemain, c'est les taxes qu'on instaure pour permettre aux rebelles d'avoir un peu de sous, et puis après, l'organisation. Ils prennent des contrôles, ils commencent à voir là où il y avait... Ils peuvent même arriver jusqu'à des nominations. Donc, c'est comme ça leur philosophie. Alors, en quittant Bunagana, parce que l'armée les a chicotés, ils avançaient vers la sortie de la route nationale numéro 2 sur la voie. Parce que pour aller à Bunagana, il y a beaucoup d'accès. Quelqu'un dit qu'il y a 1000 routes pour aller là-bas. Non, il y a 3 accès, je pense. Il y a pas un peu pour dire qu'il y a beaucoup de routes. Pour sortir de Bunagana et rejoindre la route nationale numéro 2, parce que c'est la même route, je vois, c'est en rouge. C'est la même route qui t'amène vers Lubero, en passant par Kanyabayonga, parce que là aussi, il y a une base militaire très importante quand vous arrivez à Rwindi. Ah, donc c'est là, en fait, là où vous touchez. Oui. Ouais. En fait, Rutshuru, c'est ici. Oui. Et Bunagana doit être de ce côté. À la frontière. Part ici, juste à la frontière. À la frontière. Et voilà, la route nationale numéro 2, ça doit être c'est cette route. Ça doit être parce que ça quitte Goma. La frontière avec le Rwanda, je pense que ça se sépare au niveau de Nyiragongo, quelque part là. Et quand vous prenez le parc, vous entrez et puis vous continuez la route vers la route de Rutshuru. Vous arrivez quelque part ici, à la frontière avec Bouraï, c'est un des accès vers Bunagana. Et puis vous avez Kalengera, et puis vous avez un autre accès. Donc, du coup, quand les rebelles ont avancé, notre armée a fait un repli. Parce que c'est vrai qu'il y a les centres d'activité à Bunagana, mais la plupart des gens qui exercent leurs activités à Bunagana habitent Rutshuru. Du coup, l'armée ne pouvait pas ouvrir le feu à Rutshuru. Aussitôt que le rebelle s'annonçait sur la voie nationale numéro 2, l'armée, en tout cas, c'est sur le plan international connu, c'est une convention là où il y a une très forte concentration des populations civiles. Vous n'attaquez pas. Une armée loyaliste ne peut pas tirer. Vous n'attaquez pas parce que vous ne savez pas finalement... Beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette situation tombent dans l'émotion pour commencer à critiquer cette position de l'armée. Or, dans le passé, nous gardons le même système de défense. Dans le passé, on a agi de la même sorte. La même armée a fait repli stratégique vers d'abord Nyiragongo et après Nyiragongo, l'armée est allée à Goma. Malgré que l'armée était arrivée à Goma dans le passé, le rebelle avait pris Goma. Alors, donc, pour les cas d'espèce, j'imagine que notre armée reste assez professionnelle pour avoir utilisé ces méthodes pour protéger les populations civiles. Heureusement, jusqu'à aujourd'hui, on ne parle pas des morts. Imaginez que le front était vraiment engagé à Rutshuru Centre, il y aurait plus que ça. Et surtout à Kiwanja. À Kiwanja,
qui est aussi notre commune voisine à Rutshuru au centre, mais tous dans le territoire de Alors, Rutshuru. Christian, je vous prends pas tout de Alors, suite. je voulais aussi parler répondre à une question que l'ami n'avait pas bien peut-être répondu. C'est-à-dire, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, d'ailleurs, moi je dirais avec l'état des sièges, on ne sait plus situer les ADF. Par exemple, au Nord Kivu. On ne sait plus les situer. Parce que en réalité, les ADF avaient occupé certains coins du Nord Kivu, principalement du territoire de Beni. Bon, parce qu'il y a Beni territoire, il y a Beniville. Il y a Béniville aussi. Ouais. J'étais à Béniville. Comme Butembo aussi. Donc, ils avaient assiégé certains villages, mais quand l'état de siège est venu, parce que c'était vraiment une force correctionnelle, et voilà ce qui a même permis à ce que Kagame utilise le M23, quand il a vu le succès de l'état de siège, mais aussi l'état de siège qui commençait petit à petit à affaiblir l'économie rwandaise. Alors, il fallait utiliser une autre force pour déranger un peu la sécurité de ce côté-là et de l'autre côté, avoir la possibilité d'attaquer. Alors, donc, en instaurant l'état de siège, l'État congolais, l'armée n'avait pas calculé les M23. Donc, c'était pas dans leur... Je reviens à vous... le M23 a surgi. Alors, avant de donner la parole à Christian, Luc, il y a Tchenguerero, et Rumangabo. Pourquoi, quand on a dit que Bunagana était tombé, tout de suite, c'était Goma qui allait tomber après? On a même appris que c'était pas... C'est pas... Ouais, vous vous dites ça parce que vous êtes de là. Mais pour les Kinois, ils pensaient que Bunagana, c'est juste à côté de Goma. On a dit, non, Bunagana, comme c'est tombé, c'est fini, Goma tombera dans quelques heures. Non. Et on a vu ça. Pouvez-vous nous expliquer géographiquement combien de temps faut-il prendre pour quitter Bunagana et arriver jusqu'à Goma? Il y a combien de frontières, combien de postes de concentration des militaires? Il faut passer par quoi exactement? Donc, Bunagana, c'est loin de la route nationale numéro 2 dont parlait mon frère Izuba. C'est que Bunagana est au coin, disons, à la frontière. La route passe par donc quitte Goma, elle passe par Rutshuru au centre, Kiwanja, elle continue jusqu'à Beni, et elle fait jonction avec la route nationale numéro 4 qui va jusqu'à Kisangani. Alors, quitter Bunagana. Ce que nous on craignait lorsque cette crise a commencé, c'était que ces gens prennent le contrôle de la RN2. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Donc, ils contrôlent maintenant Rutshuru au centre, Kiwanja, et jusqu'au camp militaire de Rumangabo. Rumangabo qui était à l'époque une base militaire. Une base militaire. Qu'il faut absolument remettre. C'est pas pour rien que Mobutu avait mis ce genre de base. Mais c'est depuis 1997 que ça a été finalement ça a été tué. Je crois que je me rappelle que mon père était arrêté là-bas. Et tout ça. Oui, il était arrêté là-bas. Il était commandant de la ville de Goma. Oui, il était commandant de la ville de Goma. On l'a arrêté à Rumangabo, perdu comme ça 2 mois. Et puis quand c'est fermé, on les a libérés. Voilà. Il faut remettre absolument. C'était une très grande base. Ouais. C'était la meilleure de l'Est du Congo. Alors il faut la remettre. Donc ils sont à ce niveau-là de la base militaire. Un peu, comment dire... il y a une localité où l'armée se sont bâtis là, et c'est à 40 km de la ville de Goma. Là, on est au nord. Pour aller à Goma, on descend au sud. Donc, la ville n'est pas encore partie. Il ne faut pas être alarmiste. Goma n'est pas encore partie. On est encore à 40 km. Mais écoutez, ces gens sont venus des Runyoni. Ils sont venus lentement. Ils ont pris Bunagana 4 mois. Aujourd'hui, ils sont à Rumangabo. Donc, il y a toutes les raisons de s'inquiéter. Parce que c'est nous qui ne faisons que perdre du terrain. Dans ces replis, on ne fait que perdre du terrain. C'est ça qui fait peur. Et ils ont une vaste campagne médiatique, ces gens. Ils sont forts à mensonges communicationnels. Qui c'est très bien. Le M23, bien sûr. Ils ont des collègues, ils ont des amis, des collègues Vous avez vu, ils ont même inventé un militaire qu'ils ont fait passer pour un militaire congolais. Pour qui a fait créer la histoire-là. Oui, Willy Ngoma. Non, le monsieur qui a parlé pour dire voilà, nous n'avons pas des armes et tout ça. Ça peut être un militaire congolais, mais soit capturé, ou alors utilisé seulement pour le fait de la cause. C'est vrai ça. La vidéo qui a fait le tour. Moi, je ne crois pas à ces messieurs. Je suis un opposant, mais je ne crois pas à ces messieurs. Oui, parce qu'après, il dit que non, nous avons une arme, mais Moutou Dango et Kekuna. Alors, il y a des problèmes, c'est vrai, dans l'armée. Mais ces messieurs, je ne pense pas que ce soit... Il est militaire congolais, c'est vrai, mais l'intention derrière,
les motivations, certainement que Très c'est eux bien. qui l'ont utilisé. Alors, Christian, prenons le côté de votre domaine, le côté stratégique. Quelle est votre lecture quand vous regardez la situation? Et puis Luc et Edmond l'ont très bien décrit, l'ont très bien, je crois, défini. Luc dit, 4 mois on prend ça, 3 mois on prend ceci, 3 mois on prend cela. Est-ce qu'avec cette allure, on ne risque pas d'avoir bis Goma, que Goma tombe, qu'on force les négociations, qu'il y ait mixage, qu'il y ait brassage, qu'il y ait tout ça, et puis qu'il y ait véritablement une grande, cette fois-ci, on va dire une grande infiltration, parce que souvenez-vous, la première infiltration nous a coûté 25 ans. Nous a pris 25 ans pour qu'on en parle aujourd'hui. Est-ce que la prochaine infiltration ne nous prendra pas 30 ans, 40 ans? Bon, je crois il faut prendre du recul parce que parfois nous regardons trop près les choses et c'est pourquoi nous laissons échapper certaines informations. Il faut prendre un peu du recul. J'ai beaucoup aimé le fait que mes co-débatteurs ont présenté la dimension économique de la guerre. Mais c'est parce que, contrairement à ce que disent mes amis, il y a une guerre d'influence entre le Rwanda et l'Ouganda pour le contrôle des zones économiques au Congo. Ils sont certes alliés, mais ils ont des intérêts divergents en termes d'influence sur le Congo. Pourquoi? Mais parce que derrière ces deux États, il y a 2 projets de corridors opposés, des corridors chemin de fer qui relient pour l'Ouganda au port de Mombasa et pour le Rwanda au port de Dar es Salaam. Ce sont les 2 ports qui sont en performance en Afrique et qui veulent gagner les marchés centraux, qui est le marché du Congo. Donc il y a 2 projets de corridors qui partent du Kenya, Mombasa jusqu'en Ouganda et un projet qui part de Dar es Salaam jusqu'à Kigali. Rappelez-vous qu'en 2019, le Rwanda a inauguré le premier projet de port intérieur, le port sec de Kigali, le KPL, qui est la plus grande base de logistique en Afrique, 30 hectares, qui servira de passerelle, on va faire du Rwanda le grand hub, pour l'Afrique centrale, pour le marché du Congo. Et rappelez-vous, lorsque le président est allé signer la coopération avec l'UPDF, la mutualisation, il y avait derrière l'opération militaire un projet économique qui est celui de construire des routes qui vont justement passer également par Bunagana pour relier le Grand Nord, Butembo, à Goma. Ça veut dire, le projet derrière la mutualisation avec l'Ouganda, il y a un projet économique qui vise à orienter les marchés intérieurs congolais vers l'Ouganda, en passant par les routes qui seront construites, Kasindi, Bunagana, et ainsi de suite. Et le Rwanda est opposé à cette influence ougandaise dans sa zone d'influence au Congo. Et donc, ce n'est pas un hasard si le 1-23 est monté en puissance au moment où s'est lancé en même temps l'UPDF. Cette coïncidence n'est pas hasardeuse. Ça, c'est de 1. De 2, c'est qu'on le sait, le Rwanda a toujours maintenu une zone tampon entre lui et les Congo, entre guillemets, sur base de sa doctrine de la guerre à l'extérieur, pour régler au Congo sa question sécuritaire. La zone tampon, c'était hier le RCD, puis c'est devenu le CNDP, aujourd'hui le M23. Vous avez oublié l'AFDEL, ça fait d'abord commencer par là. Puis un peu plus tôt, donc ils ont cette stratégie constante de guerre par procuration, en maintenant à l'intérieur du Congo une zone tampon, occupée par des hommes proxy du Rwanda, et qui servent, entre guillemets, à protéger le FDLR et donc à maintenir une zone d'influence. C'est ça le problème. Et donc, lorsque nous avons pris l'option de mutualiser avec l'Ouganda, nous avons ramené au Congo la guerre d'influence entre les 2 États. Et donc, il était très prévisible que le Rwandais montrait en puissance pour défendre ses intérêts. Ça, c'est de 1. De 2, mais pourquoi Bunagana? Mais au-delà du fait que c'est un poste transfrontalier, un poste douanier, mais c'est également un poste commercial important pour alimenter Goma. C'est-à-dire, lorsque l'on prend Bunagana et qu'on continue à avancer en prenant le RN2, ça veut dire qu'on asphyxie Goma. L'objectif, c'est pas forcément de prendre la ville, c'est l'asphyxier et pousser le président à négocier. Mais quelles sont les revendications finalement du M23? Puisque c'est ce que, dans votre dimension de politologue et même de la géopolitique aujourd'hui, dites-nous quelles sont les revendications du M23. Mais aussi, les Congolais se posent des questions. Pourquoi il faut négocier avec les M23, mais en même temps, il faut parler avec le Rwanda et l'Ouganda? Cette logique, les gens ne comprennent pas. Si c'est avec le M23 qu'on doit discuter, bon, laissez-nous discuter une affaire congolaise. Mais pourquoi faut-il discuter avec le Rwanda? Pourquoi faut-il intégrer l'Ouganda dans la discussion? Mais quand il faut répartir les responsabilités, le Rwanda n'est pas responsable, l'Ouganda n'est pas responsable. Comment vous expliquez comme je vous l'ai dit, c'est cette dichotomie? C'est une guerre par procuration. C'est-à-dire c'est une guerre locale, mais qui a une origine régionale. L'origine régionale, c'est le Rwanda qui utilise ces mouvements-là pour défendre ses intérêts. Et vous verrez bien que dans l'accord de Luanda, lorsqu'on parle, et d'ailleurs vous lisez tous les rapports diplomatiques, qu'est-ce qu'on dit
que le Rwanda cesse de soutenir le M23 et en contrepartie que les RDC arrête de soutenir les FDLR. Oui, bien sûr. À un moment donné, on nous met en égalité pour dire Sur la même balance. Le Rwanda a besoin de sécurité et le M23, c'est sa garantie de sécurité. Et le Congo doit cesser de soutenir les FDLR pour donner des garanties de sécurité au Rwanda. Human Rights l'a dit. En fait, c'est une stratégie de procuration qui fait qu'on a toujours utilisé ces différents mouvements armés pour donner une réponse sécuritaire, entre guillemets, aux potentiels du Rwanda. Ça, c'est le côté Rwanda. Le côté 1-23, c'est que cette question communautaire, Banyamulenge, ne trouve, politisée pour certains, ne trouve pas de réponse à l'intérieur en termes de cohabitation pacifique, notamment dans le sud Kivu, particulièrement à Minembwe. Donc, tant qu'on ne réglera pas au Congo les questions identitaires sur lesquelles s'appuient, identitaires et foncières, sur lesquelles s'appuient certains États voisins pour instrumentaliser les questions locales, on aura toujours des prétextes locaux, mais qui servent des intérêts régionaux. Très bien. C'est ça la problématique du M23 également. Alors, la même question pour tout le monde. Qu'est-ce que le M23 veut exactement? C'est quoi les revendications? Le M23, au fait, est dans la continuité. La continuité, ça veut dire il y a eu des accords qui ont été signés dans le passé. Et je pense que le M23 est dans cette logique-là. Parce que quand on parle de l'accord de Nairobi, je pense que Tshisekedi n'était pas encore chef de l'État. Le M23 a siégé avec le gouvernement légitime de Kinshasa à Kampala et à Nairobi. Donc, il y a eu un accord. Mais d'après les recherches, on m'apprend que le mouvement s'était mietté à deux. Il y a une branche politique qui avait accepté l'accord et une autre qui a préféré rester militaire. Et puis, voilà, ils ont créé l'imbroglio autour de ça. Et même le président Joseph Kabila, avec sa bonne foi, je pense qu'il ne comprenait plus rien. Qu'est-ce qui était resté encore comme revendication M23? Parce que avant, on disait que le mouvement devait se muer en parti politique. Et ils avaient pratiquement tous les documents. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, je pense, était ouvert par rapport à cette revendication-là. Et tout a été fait. Et on parlait du M23 comme mouvement politique. Et je pense il y a un dialogue qui a été organisé. On pensait que le M23 viendra prendre aussi part comme mouvement politique. Mais finalement, on se rend compte que la branche ou les branches émiettées, une autre branche est allée se calfeutrer en Ouganda et une autre au Rwanda. Parce que justement, j'épouse l'idée de Christian Moleka, justement parce que Kagame avait encore besoin d'utiliser une force pareille. Alors, mais est-ce qu'il faut-il suivre leur logique? Faut-il donner au M23 tout ce qu'ils demandent? C'est ça, c'est qu'on nous fait croire, en fait. Parce que pour moi, quand on parle de Rwanda, on parle de projets corridors, on parle de tout ça. Quand Félix Tshisekedi est arrivé, et voilà, moi, là où je condamne même la bonne foi de Félix Tshisekedi, c'est de croire aveuglement à Paul Kagame et à Museveni, yeux fermés. Qui n'ont jamais été sincères, déjà. Jamais sincères, parce qu'il fallait être briefé seulement sur l'historique ou l'histoire de nos pays pour se rendre compte que du coup, ils ont une bonne foi de façade et il faut se méfier. Mais le président avait conçu un projet de partage des richesses au niveau de frontières où il estimait qu'il fallait mettre une usine de raffinement d'or de l'autre côté et donner beaucoup plus de la valeur à la route qui va nous ramener vers l'Ouganda et tout ça pour faciliter le flux économique. Mais c'est là, tout ça n'aura été que chimérique parce que rien alors n'a été concrétisé. Alors, voilà, donc on a donné beaucoup plus de la valeur, on a perdu du temps et de l'énergie sur le plan diplomatique à croire à leurs mensonges et aujourd'hui, le Congo est en train de payer. Donc, le président, en arrivant, il a poursuivi la voie concomitamment en négociant avec Kagame et l'Ouganda pour essayer un peu d'encercler le M23. Les M23 ont été approchés par le président Tshisekedi au même moment que le Rwanda et l'Ouganda. C'est-à-dire, la politique utilisée, c'était de le faire asseoir. Mais finalement, le même M23 n'entendra pas de cette oreille-là et
l'Ouganda et le Rwanda qui étaient même en conflit à un moment, ils s'attendent mieux que le Rwanda et la RDC aujourd'hui. Considérés comme frères. Mais je vous dis, donc aujourd'hui, c'est la RDC qui est isolée. Cette politique-là ne vient pas du Rwanda en réalité, ni de l'Ouganda. Ça vient au niveau de l'international. Les multinationales. D'où il faudrait que les Congolais fassent très attention. Même ceux qui prennent plaisir à diffuser constamment les positions de Rwanda, en estimant qu'ils sont en train de fragiliser la politique interne de notre pays, parce qu'il y a certains politiciens, certains leaders qui pensent que si Félix aujourd'hui termine la guerre, ça sera son succès politique pour remplir en 2023. Ils sont réservés sur cette question et ils ne critiquent jamais le Rwanda et ni le 1-23. Vous faites allusion à Katumbi? Non, je ne parle pas de je dis certains leaders. D'accord. Alors, parce qu'il n'y a plus que lui qui ne parle pas, parce que tout le monde a parlé, la Mouka a parlé. Cette situation, je pense que celui qui est mal positionné, c'est Félix Tshisekedi. Parce que quand il était dans l'opposition, il pensait que le 1-23, c'était les jeux de Joseph Kabila pour s'éterniser au pouvoir. On ne sait pas qu'est-ce qu'il ressentait Joseph Kabila quand on utilisait ce genre de paroles. Et aujourd'hui, c'est lui qui vient, qui fait confiance à Kagame et à Museveni, les deux ressuscitent le 1-23. Et du coup, ça revient encore à lui la responsabilité. Très bien. Alors, donc, la responsabilité est aussi vaste que si les acteurs politiques, les leaders politiques ne comprennent pas cette réalité, ils vont prendre le pouvoir et se retrouveront dans la même situation. Alors, on va revenir voilà sur... pourquoi Oui, on va terminer. Vital Kamerhe a proposé le dialogue. Non seulement il a proposé le dialogue, il est allé là-bas pour lancer un message, pour dire, voilà, si réellement vous êtes Congolais, vous le 1-23, parce que nous vous connaissons comme Congolais. La plupart des gens qui pilonnent les montagnes, c'est des jeunes de Goma. C'est connu, ils sont là. Pas nécessairement. Oui, mais pour la plupart, ils sont connus. Moi je connais quelqu'un qui a vécu à Goma, à Bukavu, il connaît ces jeunes. Très bien. Donc, on va passer. C'est pour dire, non mais, il faut dire la vérité, ils sont seulement appuyés par le 23 et par le Rwanda. Oui, mais le Rwanda a toujours utilisé cette philosophie-là. On va écouter lui avant de parler. Si les grands leaders, comme les intellectuels de notre pays, utilisés par le Rwanda, et pourquoi pas des gens qui n'ont pas été sur le banc de l'école. Quelle est votre appréciation? Quand il est allé là-bas, Vital Kamerhe, dont je faisais allusion, c'était pour lancer le message au M23, au Rwanda et à l'Ouganda. Mais nous avons une réalité, je dirais sociologique, mais historique, géographique aussi. Ce qui est là, c'est qu'on ne déplacera pas le Rwanda de la carte pour l'amener ailleurs, ni l'Ouganda aussi. D'où il faut trouver un terrain d'entente. Le terrain d'entente, c'est le dialogue. Mais quel genre de dialogue? Mais on va dialoguer avec qui? Voilà justement. Voilà justement. Oui. Alors, quel genre de dialogue? Les genres de dialogue où vous associez la communauté internationale parce que c'est lui, le souffleur, c'est le Britannique. C'est pas marché des dupes, on sait tous que ça ne va pas aboutir cette question. Non, mais attends, mais si ça ne va pas aboutir aujourd'hui, c'est-à-dire, ces gens-là, c'est-à-dire, il faut le prendre au mot. Il faut le prendre au mot et il faut le vendre comme Luc ça. Luc Malembe, vous avez la parole. Je reviens à vous, Edmond. Et deuxièmement, pendant que vous êtes dans ces genres de dialogue, vous avancez, mais vous préparez aussi votre armée. Parce que nous, on sait que notre armée est infiltrée. Alors, pour préparer une très bonne armée, ça demande quand même beaucoup plus de moyens. Je suis plutôt surpris que mon frère Izuba se contredit. Au même moment, il reproche à M. Tshisekedi d'avoir été assez gentil avec ces gens. Et d'avoir la confiance. Dans le cadre d'un dialogue. Non, mais quel dialogue? Parce que les revendications du M23, c'est les mêmes revendications qui ont commencé en 1996 avec l'AFDER. Les mêmes revendications ont justifié les RCD Goma, ont justifié les CNDP, ont justifié les M23 et aujourd'hui. Donc même si vous donnez quoi à ces gens, ils reviendront. Parce que lui-même, il reconnaît ici que il y a une branche c'est lui qui dirige cette branche qui fait la guerre ici, c'est Makenga. Mais il y a une autre branche qui est au Rwanda, Roniga et tous les anciens fidèles
de comment dire, Laurent Kunda, non, l'homme qui est à la CPI, Tanganda, ouais. vous voyez, même si vous donnez quoi à Makenga, sachez que les gens de Tanganda, d'ailleurs, la branche politique, comme vous disiez, conduite par, comment dire, Roniga et tous ces disciples, ils sont membres de l'Union Sacrée. Vous le savez, ils sont membres de l'Union Sacrée, ils ont signé comme mouvement politico ou quoi militaire. Donc, même si vous donnez quoi, ils auront toujours des astuces. Nous ne pouvons plus perdre le temps sur ça, des histoires de dialogue. On en a assez. On a beaucoup donné à ces gens. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent de les intégrer dans l'armée, dans la politique, dans les institutions. Nous infiltrer encore. Il me dit qu'il y a des jeunes gens de Goma là-bas. Oui. Est-ce que vous savez que la plupart des Rwandais ont étudié à Goma et à Bukavu? Allez au Rwanda, la plupart de leurs ministres ont étudié à Moi, dans mon école, il y a eu beaucoup de Rwandais. J'ai étudié avec beaucoup de Rwandais. Si celui-là, il te dit que je connais... Oui, il a étudié à Goma. Moi, j'en connais beaucoup qui ont étudié avec moi à Goma. Mais est-ce que pour autant, ils deviennent des Congolais? Non, nous, en tout cas, on est clair sur cette question. Nous ne connaissons aucun Congolais là-bas. Parce que pour revendiquer la nationalité, un Congolais n'a pas besoin de prendre des armes contre son pays. Mais que dites-vous de Willy Ngoma qui... Willy Ngoma, j'ai recherché, il a été dans les groupes armés de l'Ituri. Dans les scènes de, comment dire, l'UPC de Thomas Lubanga. Ensuite, il avait fait défection avec Gakwavu. Vous le connaissez, il est ici. Mais en fait, ce monsieur aussi, il avait contrôlé les territoires d'Aru. C'était un ancien de l'UPC et puis il a fait défection. Il a fait sa part à Aru. Et Willy Ngoma a été là-bas. Ensuite, quand, avec la pacification, Gakwavu il devient général. Il est ici, je crois, général ici dans notre armée. Et lui, il est devenu enseignant. Il a enseigné beaucoup de gens à Aru. Français, il a enseigné français, Willy Ngoma. Ensuite, il a disparu pour réapparaître au M23. Nous savons, moi, avec ce genre de personnes, je ne peux pas savoir si c'est un Congolais. Voilà, donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées là-bas. Pour nous, c'est clair, il n'y a aucun Congolais là-bas. Alors, mais pourquoi le Rwanda continue cette logique? Très bien. Alors que la communauté internationale... J'ai aimé l'analyse, l'enjeu économique évoqué par mon frère Molé. Question. Vous savez que Mobutu a été la personne qui a le mieux compris l'enjeu de l'Est. Parce que je suis sidéré de voir la légèreté avec laquelle ce régime est en train de traiter cette question. L'enjeu du pouvoir au Congo aujourd'hui se joue à l'Est, qu'on le veuille ou pas. Ce régime n'est pas en train de s'en rendre compte. Mobutu, il était hors de question que l'Est du pays dépende économiquement de ces deux petits pays-là. Mobutu avait entretenu ces routes dont nous parlons, la RN2 et la RN4. Parce que c'est l'unique voie aujourd'hui possible au moins d'essayer de relier l'Est et l'Ouest du pays. Lorsque vous prenez la RN2, vous rejoignez la RN4, vous êtes à Kisangani au fleuve, vous êtes à Kinshasa. Et à l'époque de Mobutu, tous ces Marsavko étaient là. Tout venait de Kinshasa par le fleuve jusqu'à Kisangani et les camions les acheminaient à Bunia, à Beni, à Goma, jusqu'à Bukavu. Mais l'AFDEL, c'est justement ça qui est... L'enjeu, c'était ça. De couper les liens avec Kinshasa et de nous faire, nous, l'Est, un marché à ces petits pays-là. Encore que eux aussi, c'est des commissionnaires. Ils prennent des marchandises en Chine, en grande quantité, ils stockent à Kampala. Ils n'ont pas aussi assez d'usines comme vous le pensez, ni à Kigali. Et nous, comme on ne sait pas aller à Kinshasa, moi je suis à Bouné, nous n'avons rien qui vient de Kinshasa. Rien, alors même pas cure-dent. S'il vous plaît, nous sommes dans un même pays commun, si nous ne partageons rien économiquement. Notre monnaie, aller à Aru, à Mahagi, on ne la connaît pas, c'est la monnaie ougandaise. C'est la même chose à Bunagana dont nous parlons. Moi, je suis allé au Touélé, mais j'étais obligé d'aller en Ouganda, en TB. À partir d'un TB, j'ai pris un petit porteur pour arriver à Djougou. C'est ça, Djougou. Je ne comprends pas cette logique-là. À Dungu. Je ne comprends pas cette logique. C'est que Kinshasa a abandonné l'Est de notre pays. Et ces routes dont nous parlons n'existent plus que des noms. Je suis ici. Vous voyez là où il y a les activités économiques, surtout pour les opérateurs privés, c'est là où il y a la concentration des militaires. Par exemple, de là où vous parlez, à Dungu, là où il y a... Donc j'invite tout de suite à faire ces sondages. C'est des militaires qui sécurisent les sites. Cette domination de notre économie par ces pays. Comment on va faire? Je viens de vous démontrer. Asphaltons. La RN2 et la RN4. Et on améliore la navigation sur le fleuve. Mais qui nous interdit, Luc? Avant de parler des chemins de fer, de tous ces projets imaginaires, faisons d'abord avec ce qu'on a. Oui, mais Luc, qui nous interdit de le faire? Mais je ne sais pas, c'est vous qui êtes ici à Kinshasa, expliquez-le-moi. On a abandonné ces routes. La RN4, elle est morte. La RN2, elle est morte. Elle est insécurisée. La route, aujourd'hui, Goma va être asphyxiée en carburant, justement. Bien sûr. C'est ça l'enjeu.
Parce que les carburants passaient par Kassindi, par Béni, pour le descendre. Maintenant, ils contrôlent la route. S'ils coupent, comment on fait? Encore, alors qu'on pouvait dépendre du Sud Kivu via le Burundi, par exemple. Mais cette route est morte. Comment on va faire? Donc, vous imaginez que ce régime, les gens sont restés ici dans la jouissance, que ce soit les 18 ans qui sont passés de Kabila, les 4 ans de ces gens ici, on a abandonné notre pays. Alors, Christian Moleka... Alors, les autres le prennent. Je termine Oui, par allez-y. dire que, pour finir, par rapport à ce point, c'est que la communication qui est faite. Je vous disais que ces gens sont forts en communication. Leur ligne de communication, c'est de se légitimer, de montrer que les populations les ont accueillis, ce qui est faux. Ensuite, ils n'ont pas assez d'effectifs comme ils le prétendent. C'est pour ça qu'ils ne sont même pas capables d'aller loin. Ils n'ont pas assez d'effectifs. Vous voyez, j'ai parlé du front des Roubarés, que l'armée les a imposés il y a 3 jours ici. Ce jour-là, parce que le front était grand, l'armée était vraiment déterminée, ils ont concentré l'essentiel de leurs effectifs à Roubaré. Ça fait que moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui était à Kiwanja. Il me dit, mais ces gens, ils n'ont même pas 100 militaires ici. Le camp militaire de Rumangabo était presque vide. Donc, il faut les attaquer sur plusieurs fronts au même moment. Comme nous, on a une grande armée, il faut les éparpiller. Front large. Beaucoup de fronts au même moment et simultanément, ils seront débordés. Ils vont nous laisser. Alors, et aussi, la communication chez nous n'existe presque pas. Je venais de suivre l'ancien ministre de communication de Laurent Désiré Kabila en 1998. Mais c'est ce que je voulais vous poser la question. Monsieur Moumengi disait. Oui. J'ai pleuré. C'est qui ces messieurs que vous nous avez mis comme ministre? Nous sommes en guerre ou pas? Mais monsieur Christian, est-ce qu'il y a même une communication à la présidence? La dernière fois que la communication de la présidence a communiqué, c'est qui s'en charge même, on ne sait pas. Pourquoi on ne prend pas des gens? Nous sommes en guerre, les amis. Pourquoi on ne recourt pas à ces expertises-là? Moi, j'ai suivi Moumengi, comment il a mobilisé Kinshasa pour faire échec à la deuxième agression rwandaise avec la création du RCD Goma. Si c'était ça ici, mais le RCD aurait pris Kinshasa. Le RCD était aux portes de Kinshasa. Moumengi s'est battu, il portait tenue militaire pour aller à la télévision. Il a rangé Kinshasa. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? On nous a amené un prêtre qui est là, il récite des verbes, mais messieurs, nous sommes en guerre. Même les tons. Pourquoi on ne prend pas des experts comme vous? Pourquoi on ne prend pas des gens? Nous sommes en guerre, mettez-nous d'abord de côté vos calculs politiciens inutiles là. Prenez des experts. Si vous ne voulez pas le comprendre, écoutez, je vous dis, l'enjeu du pouvoir à Kinshasa se joue à l'Est. Très bien. Alors, mais Christian, j'ai séduit d'entendre Luc parler comme ça. Mais dites-moi, Christian, on a entendu quelqu'un dire, c'était qui? Charles Okoto, je crois. Hein? Oui, c'est Charles Okoto qui a dit, vous avez suivi la vidéo? J'ai vu la vidéo, oui. Mais alors, il y en a des vidéos comme ça, il y en a des centaines. Qu'est-ce qui empêche qu'on règle cette histoire? Puisqu'il y a finalement division. Il y a un peuple, comme l'a dit Luc, s'il n'y a pas une information crédible, nationale, que l'on doit suivre, mais la supputation va avoir lieu, les spéculations auront lieu, tout le monde dira ce qu'il veut. Comment on peut pour arrêter tout ça? Mais en fait, c'est parce que nous, comme Congolais, nous ne faisons pas l'effort d'interroger l'histoire. Et si Okoto est venu parler, c'est pour vous dire que nous avons des éléments de réponse, mais puisque nous ne concernons pas l'histoire, nous ratons beaucoup de faits. Mais le Congo, les faits du Congo ne changent pas. Il y a des constances qui ne changent pas. C'est que le Congo, il est pensé au niveau international comme une zone de contrôle des ressources au service de l'économie mondiale. C'est comme ça que le Congo a commencé. Depuis l'Ivoire. Et les pays voisins ne sont que des corridors. Hier, c'était Zanzibar avec l'intermédiaire arabe qui venait prendre l'Ivoire et l'esclave pour amener vers Zanzibar. Aujourd'hui, c'est le coltan, c'est l'or, les corridors, c'est l'Ouganda, c'est le Rwanda, mais pour amener vers l'économie monde. Notre problème, c'est le contrôle des ressources minières pour l'économie monde. Et ce capitalisme mondial qui veut contrôler l'économie du Congo, qui estime qu'il contrôle mieux par nos pays voisins, c'est ça le problème. Et donc, nous ne réussissons cette guerre que par le lobbying. Que par le lobbying et le lobbying dans la sphère anglo-saxon. Parce que notre problème, c'est la sphère anglo-saxon.
cette guerre de l'AFDEL depuis 1994, c'est la sphère anglo-saxonne. Si nous ne réussissons pas à mettre en place des mécanismes de lobbying dans la sphère anglo-saxonne, nous gagnerons pas cette guerre. Parce que nos voisins, qui sont plus avancés que nous dans ce lobbying, dans ces réseaux, maintiennent le fait que le Congo est ingouvernable, que le pays n'est pas sérieux, et que nous pouvons vous aider à accéder aux minerais. Je l'ai dit le matin dans une des émissions chez vous, le Congo est producteur de coltan, mais si vous regardez les importateurs de coltan dans le monde, il y a le Congo, il y a le Rwanda, qui est, je crois, à la 6e position, l'Ouganda à la 9e position, le Burundi à la 11e position. Alors qu'ils n'ont pas de stock avéré de coltan. Ça veut dire que l'économie monde est alimentée par les pays voisins, par des corridors. C'est à nous de comprendre qu'il nous faut construire des lobbying. Nous avions perdu plutôt une position stratégique que le Zaïre avait sous Mobutu, parce que nous étions le pivot à partir de lequel on combattait le communisme autour de nous. La fin de la guerre froide a changé le rapport géopolitique en Afrique. Aujourd'hui, c'est les Horn Africa, c'est-à-dire la Corne Afrique qui est l'enjeu stratégique. C'est comme ça que les pays comme l'Ouganda, le Kenya, sont devenus des pivots stratégiques anglo-saxons en Afrique, parce que le Kenya, c'est pour le Shebab Somalie, l'Ouganda, c'est pour le Sud-Soudan. Vous savez le rôle qu'il a joué jusqu'à la division du Sud-Soudan. Et donc, c'est comme ça que ce pays sont devenus des pivots importants et que le Zaïre a perdu son influence. Nous sommes un trou stratégique. Nous sommes un trou noir. Donc, nous ne pouvons qu'exister qu'en utilisant le lobbying, l'intelligence stratégique. Léopold II l'avait compris en 1800. Si Léopold II l'avait compris en 1800, pourquoi on ne le comprend pas aujourd'hui? Qu'il faut faire du Congo un espace ouvert où on peut faire du business pour tout le monde et nous, on garantit simplement la stabilité. Tout à fait. Un peu comme un peu comme Dubaï, un peu comme les Émirats. Exactement. Ouais. Et ça passe par notre leadership, notre capacité à construire ce lobbying-là, un vrai lobbying dans les rayons anglo-saxons. Et puis, des réponses en interne. Notre ami le dit, comment on ne connecte pas nos villes? Les villes congolaises ne sont pas connectées. Donc on ne connecte pas. Tous les projets que nous mettons en place, les projets d'infrastructure que nous mettons en place, évaluez un peu. Ça, on a commencé par les 5 chantiers, on est passé par 100 jours, on est passé par Tilé-Gelou. Où en sommes-nous avec la connectivité des grandes villes? Mais on a parlé de 145 territoires, on ne sait pas ça prendre en compte. Nous avons. On nous a dit que pour Goma, de Goma, en fait, ça vous allez corriger, de Goma à Bukavu, il faut passer par le Rwanda si vous voulez être en sécurité. Et que si vous passez par chez nous, il y a des coupeurs de route, ainsi de suite. C'est surtout pour quitter Bukavu à Uvira. À Uvira. Il n'y a même ni route, ni sécurité. Donc vous devez passer au Rwanda. Non, il y a deux possibilités. Si vous voulez aller un peu plus vite, vous passez par le Rwanda. Donc pour passer plus vite, il faut passer par le Rwanda. Oui, là vous arrivez chez nous. Donc chez nous, il n'y a pas de route. C'est pas vrai. Il n'y a pas de route. Est-ce que vous passez par les Mongomons là, ça vous prend c'est à vos risques 3 heures et du périls. temps, et puis c'est à vos risques et périls. Alors, entendez très bien, Christian. Donc, vous ne pouvez pas circuler chez vous. Et les experts vous disent, c'est à vos risques et périls. Donc, pour être en sécurité, il faut sortir de chez vous, entrer chez le voisin, puis rentrer chez vous. En fait, il faut que nous sortions de la logique que la sécurité, elle est uniquement militaire. La sécurité aujourd'hui est un concept vertical. Il y a la sécurité alimentaire, il y a la sécurité sanitaire, il y a la sécurité infrastructurelle. Il y a plusieurs dimensions de la sécurité. Christian, la question de l'Est, il faut la répondre de manière globale. Christian, ma question, c'est de savoir, pour qui nous empêche de construire nos routes, qui nous a empêchés de nous connecter. Parce qu'on a tellement accusé les gens. On aime bien accuser. On accusera la Belgique, on accusera le Rwanda, et si on ne trouve personne, on accuse Satan quand même. Nos pays voisins, on ne peut pas les reprocher de développer de l'intelligence pour leur survie. On ne peut pas empêcher le Rwanda de souhaiter un Congo faible, parce qu'un Congo faible, c'est un marché pour lui. Mais c'est légitime pour tout le peuple. C'est légitime pour eux. C'est légitime pour l'Ouganda de vouloir avoir des corridors, de garder un marché d'influence en Ituri pour l'économie de l'Ouganda. Le problème, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce que nous pensons, nous, sur nous-mêmes? Très bien. Et comment nous travaillons à sortir de cela? Prenons la question de la communication, puisque tout le monde parle de la communication. Un pays qui est en guerre. Dans un pays en guerre, vous avez des points de communication, des crises de l'armée. Est-ce que nous avons des points réguliers de communication des crises de l'armée? Comment notre armée, le gouvernement, les médias officiels, la RTNC occupent le numérique? J'ai vu des gens vilipender, des journalistes qui sur le numérique, sur Twitter, qui tiennent l'information. Mais en dehors d'eux, quels sont les canaux officiels sur lesquels on peut s'informer? Si déjà l'armée sur Twitter n'a pas cette capacité de capillarité, de pénétration, pour orienter l'information. Parce que les gens doivent dire, Izouba doit dire
selon le porte-parole de l'armée, Ouais. À tout moment, hein. à tout moment, Voilà. selon le communiqué officiel de l'armée, nos FARDC sont à tel endroit. Mais si Zouba n'a pas d'accès à l'information, mais il va s'informer ailleurs. Bah, il va dire ce qu'il pense. Il va Oui, il dire va dire ce comme qu'il pense, il va pense. avoir le On cadeau. arrête des C'est-à-dire, journalistes nous de traquer leurs avons enfants, besoin. alors que le problème est chez nous. Ouais. La guerre est totale, et la guerre totale, la communication a un volet important. Nous avons besoin que notre armée s'adapte. S'adapter, c'est pas seulement sur le terrain. S'adapter, c'est également comment occuper la Très tutosphère, bien. comment numériser pour occuper l'opinion. On termine la dernière question. Edmond, je commence avec vous. Edmond, est-ce que vous pensez que Kagame est arrivé à sa fin? Est-ce que Kagame est en train de jouer sa dernière note, comme c'était le cas de Mobutu dans le passé? Est-ce que Kagame peut encore offrir aux Occidentaux ce qu'il voulait avoir plus tôt? On va le savoir, mais aussi un point sur le départ de Karega. D'abord, demander pour qu'il parte. Et puis quand il part, on dit ça ne sert à rien, ça ne va rien changer. Vous avez la parole. Je voulais d'abord répondre à une très belle question que vous avez posée à Christian Moleka. C'est de savoir qui empêche que le Congo se développe ou qui empêche qu'il y ait des routes. Les gouverneurs. Les gouverneurs de province. Oh, Deuxième réponse, c'est la politique. comment ça expliquer? Nous avons une mauvaise politique. La pire des politiques de notre pays. Vous imaginez dans la ville, ma ville de Bukavu, qui n'a que 3 communes, mais vous avez des voies asphaltées qui ne sont qu'à 7. C'est des voiries. Ce n'est même pas des voies. C'est des voiries, des petites voies. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que vous êtes à Ibanda, nous avons Kadutu, nous avons Ibanda, nous avons Bagira. Vous êtes à Ibanda, c'est la commune où on retrouve la mairie, mais également le gouvernorat. C'est parce que le gouverneur habite dans un coin, quelque part, qu'on va réhabiliter, on rend la voie accessible. Et puis, pour le gouverneur, c'est fini. Quand l'Assemblée provinciale estime que le gouverneur ne sert plus bien, non seulement la ville, parce que c'est la province, c'est aussi dans le Mongomo, nous parlons, c'est Kamagno, là, c'est tout ça, c'est la plaine des Rouzizi. Et le gouverneur fait quoi? Il change de parti, il adhère à l'UDPS, lui et son gouvernement. Vous trouvez ça sérieux? Et il a adhéré hier. Ça termine comme ça. Un gouverneur où les spécialistes viennent avec un plan de la ville. Le plan d'urbanisation de la ville, il n'y a pas seulement pour Kinshasa, il y en a pour toutes les villes, même de tout le Congo. Pourquoi le gouverneur, nos gouverneurs à nous, n'explorent même pas ces plans-là? Ils passent outre. Ils sont derrière les commissions, ils sont derrière les marchés des Chinois, des étrangers, des expatriés, parce qu'ils savent que dans ces marchés, ils vont soutirer quelque chose. Et ce sont pour la plupart des marchés qui sont en contradiction. Aujourd'hui, vous allez voir, même si on réhabilitait les routes, nous aurons un problème d'inondation. Parce que les plans qu'on utilise par ces expatriés, par ces étrangers, ne sont pas semblables aux plans que proposent nos urbanistes. Moi, j'ai vu pas loin, ici vers la route nationale numéro 1, vers le Bandundu, les Chinois, quand ils étaient venus, ils ont asphalté sur une route ancienne qui existait, dans le sous-sol, mais perdue. Mais est-ce qu'une telle route peut encore tenir longtemps? Non, pas du tout. Parce qu'on nous consulte pas, on ne nous prend pas au sérieux, on pense que la politique doit être au-dessus de toutes les théories, de toute l'expertise. Alors, parlons... Voilà comment nous échouons, voilà pourquoi les gens qui ont compris, ceux qui ont de la conscience, un petit pays comme le Rwanda, aujourd'hui, se développe, parce que le Rwanda, si on le compare avec les territoires de Walikale, c'est plus de 20 fois que le Rwanda peut entrer là-bas. Donc vous voyez, nous avons même des territoires plus grands que les pays qui nous agressent. Donc nous devons prendre conscience. Donc Walikale est 20 fois plus que le Rwanda. Non, Walikale c'est 24 000 km, le Rwanda c'est 26 000. C'est vraiment ça. C'est identique en fait. C'est l'équivalent. L'équivalent. mais quand on prend encore Beni, Butembo, si vous prenez Lubero et tout ça. La RDC, Bafouassende, non, c'est 2 fois le Rwanda. Donc vous voyez, donc il faut comprendre que le gouverneur est là, il dirige la province, mais il doit comprendre qu'il dirige des pays. Exact. Tu vois? Très bien. Donc, alors, je vais terminer par... oui, en tout cas, vous n'avez pas Kagame. Vous n'avez que 2 minutes. Kagame, en fait, c'est toujours l'image qu'il nous a toujours donnée qu'il est à la fin. Mais il n'est pas à la fin, peut-être qu'il est au début. Et Karega,
Karega, lui, il obéit à Kagame, lui, c'est la bouche autorisée de Kagame. Si Kagame est tout, c'est alors que lui aussi... Est-ce que le départ de Karega marque la fin des relations diplomatiques? Est-ce que Kagame les comptait même les relations là? Kagame en avait encore dans son cœur. Pour lui, il savait que tout était terminé. Kagame est acculé par le président Tshisekedi tous les jours. Et ça crée une sorte d'inimitié. Aujourd'hui, la colère que le président de la République a développée contre Kagame, et je dirais même est énorme, est extrême. Il a dévoilé à la tribune des Nations Unies, il ne se supporte pas. Même la réunion que nous avons vue avec Emmanuel Macron, on m'a dit que Félix a dit des choses au président Macron. Et il est sorti très énervé. Il était en train de monologuer en sortant de la salle. Ça veut dire que il a donné confiance à la personne qu'il pensait vraiment l'aider. En réalité, il l'a poignardé dans le dos. Donc, il souffre plus que tous les Congolais. Donc, les gens comprennent. Alors, il est passé par des mesures extrêmes comme état de siège et tout ça. Des mesures jamais prises dans le passé. Aujourd'hui, le président est capable de prendre telle ou telle autre mesure pour tenter de résoudre. Mais ça, ce n'est pas encore le problème. Est-ce que vous pensez parce que si on passe par les lobbies, est-ce que vous pensez? Parce que si on passe par les lobbies, Pensez-vous qu'on va changer l'État pour passer à l'état de guerre? non. Moi, je pense qu'on va peut-être se limiter là parce que l'image qu'on donne aujourd'hui de l'état de siège, c'est vraiment que l'état de siège a échoué et tout ça. Si on passe par les lobbies comme proposait M. Christian Moleka, c'est très important aussi parce qu'on n'a jamais utilisé cette voie-là. Nous, on utilise la diplomatie, je dirais même moyenâgeuse, parce que là, nous comptons sur nous-mêmes, sur ce que nous parlons. Or, la diplomatie des couloirs, ça ne se fait pas avec des notes ni avec des stylos. La diplomatie des couloirs, vous utilisez... Je pense qu'à l'époque de Kabila, on a quand même affrété, qu'on appelle ça des fonds, des secrets, des recherches et tout ça. Ça fait aussi partie de la diplomatie. Vous engagez des gens, vous engagez des experts, vous avez un potentiel énorme comme le docteur Mukwege. Pourquoi vous ne l'exploitez pas? Mais parce que lui veut devenir président. C'est un grand ambassadeur. Il veut devenir président. On le croise maintenant. Non, justement, si vous êtes président, vous devez être efficace et capable de les maîtriser et l'exploiter. Mais on le croise si maintenant. Vous n'arrivez pas, on les oppose, on va dire. Si vous n'arrivez pas... Les autres l'exploitent. Oui, mais les autres l'exploitent. Mais pour quelle fin? Très bien, on va revenir avec vous. Merci beaucoup, Edmond. Luc, la même question. Est-ce que c'est la fin de Kagame? Qu'est-ce que vous pensez de Karega? Tout dépend de nous. Parce que Kagame peut mourir aujourd'hui et notre va venir. Si nous continuons avec ce genre de politique, comme on a dit ici, moyenâgeuse. J'apprends que M. Tshisekedi est peiné d'avoir été se sentir poignardé. Mais écoutez, là, nous sommes au sommet de l'État. Ce genre d'erreurs ne sont pas pardonnables. Moi, je crois que si les gens étaient honnêtes, il y a aussi un peu de décence, c'est la démission. M. Tshisekedi est aujourd'hui dans une situation inconfortable, il faut l'aider. Soit il démissionne, soit il se fait aider. Ou alors on continuera à aller de pertes et de chèques. Si il fait aider, parce que j'apprends que le Kenya veut renvoyer ces histoires de faux. On ne veut pas de ces histoires-là. C'est tous ces pays-là nous prennent comme un marché, comme un partenaire. Surtout les pays anglophones, il faut faire très attention. Il faut faire attention avec ces gens. Moi, je suis plutôt anglo. Je me dis, je sais pas pourquoi. Moi, je me sens un peu plus anglo. Mais pas les Kenyans. Les Kenyans, pour moi, c'est pas un anglo. Donc, il faut que M. Tshisekedi dise au Kenya que c'était bon, merci. On se retire de toutes ces histoires. Nous sommes trahis de partout. Le Kenya, la Tanzanie, nous sommes un marché, pas un partenaire. Nous sommes un champ où il faut récolter, pas des amis avec qui il faut cultiver. Non. Comment on va continuer avec en se faisant berner? Si encore on nous écoute pas, ben écoutez, on va encore dire demain qu'on s'est fait poignarder par demain. Donc on ira d'erreur en erreur et vous savez qui paye le prix? C'est des femmes et des enfants innocents. Alors vous dites parce que vous dites qu'il faut aider. Il faut aider. Il faut l'aider. Comment l'aider? À proposer l'unité. Comment vous pouvez faire le tour du monde, M. Tshisekedi? Vous allez en Chine, vous allez en Europe, vous allez... Mais vous n'avez jamais rencontré vos propres compatriotes. Quel est le jour où il a rencontré Mukwege, comme vous dites? Quel est le jour où il a rencontré Fayulu? Mais il a demandé, Fayulu a dit qu'il avait les mains sales. Il ne pouvait pas le... Je ne sais pas, moi. Fayulu ne m'a jamais dit ça. Il pouvait aussi se déplacer pour aller vers. C'est pas bien. Ce n'est pas seulement... On ne gère pas par émotion, les amis. Au sommet de l'État, on ne gère pas comme ça un pays. On ne gère pas par émotion. Mais il y a eu une consultation, vous n'êtes pas parti. On a demandé une consultation. Non, c'est pas ça. On a appelé une consultation. Non, on n'a pas besoin de partager un quelconque pouvoir.
Notre pays est agressé. Il nous faut une cohésion interne. Il nous faut parler d'abord le même langage. Vous ne pouvez pas gagner lorsque vous êtes... Si nous nous mettons nous tous à critiquer Tshisekedi, il ne gagnera jamais. S'il n'a pas une mobilisation populaire, il ne peut pas gagner. Et c'est là où on est. On ne fait rien sur ce point-là. C'est comme ça que Fayoulou, il rentre pour... En tout cas, s'il faut que Fayoulou rencontre. Ça n'a rien à voir avec vos histoires de pouvoir ici. Non. Je suis bien d'accord. On Il n'en faut a pas qu'il besoin. rencontre. Fayoulou n'a pas besoin d'un pouvoir ici. Non. Nous, on a besoin de la présidence de la République. On n'a pas besoin d'un pouvoir ici. Personne ne va... Et donc, vous pensez que Fayoulou viendra, il pourra aider... S'il faut qu'il rencontre Tshisekedi, en tout cas, il va le faire pour le pays. Bon, il va l'aider en faisant... S'il faut rencontrer Kabila, il le fera. Quand il écrit, il nous faut une unité de la classe politique autour de cette question. Mais comment vous allez résoudre le problème? Je vais bien pour Fayoulou. Mais qu'est-ce que Kabila va dire dans cette situation? Il a fait 18 ans, il n'a pas réglé. Contre quoi, par exemple? C'est ça justement l'émotion. Ça joue. Oui, mais Il a quelque chose à dire. nous voulons... la psychose. Non, non, Voilà. nous qui voulons- gagne le Il a million. compris le problème. Lui-même a commis La ces guerre doit se erreurs. jouer sur tout le front. Vous voyez les erreurs que Tshisekedi est en train de commettre. Kabila les a commis à San City. Il a commis tout ça. Ah, donc il va nous dire il connaît en fonction déjà. de ses erreurs. Hein. Voilà. Moi, j'ai échoué dans ça, n'échouez pas dans ça. Lorsque j'avais fait ça, j'ai échoué. C'est l'erreur qu'il ne faut plus commettre. Oh, peut-être, ouais. Là c'est bon. Fayoulou a une certaine aura internationale. S'il vous êtes diplomatiquement à dire à tel, parce qu'il a la chance, c'est que Fayoulou parle l'anglais et le français. Il a travaillé pendant 26 ans pour une société américaine. Il a dirigé ExxonMobil aux États-Unis. Donc, il a des entrées. Et qu'est-ce que Mukwege peut rapporter dans Mais l'assiette? Mukwege, Et Katumbi. Fayoulou m'a dit un jour, il m'a dit, Mukwege que tu vois là, à part Kim Jong-un de Corée du Nord, il n'y a aucun palais qui n'a jamais ouvert ses portes à Mukwege. Personne en Afrique n'a la personnalité internationale de Mukwege qu'on ne vous trompe pas. Personne. Il n'a pas besoin. Bon, j'en doute un peu fort, mais franchement, je dis Mukwege pas, n'a je dis besoin pas personne. d'être chef d'État pour être reçu. Ce sont des présidents qui sont en train de venir à Panzi. Vous avez vu, non? J'apprends que Dilma Rousseff, l'ancienne présidente de Brésil, est en train de venir. Vous avez vu le roi de Belge venir. Vous avez vu Hollande. Non, il a une respectabilité. Oui, c'est un prix Nobel. Et ça fait peur Oui. de voir que Mukwege est très respecté. Alors, très respecté à l'étranger, sauf dans son propre pays. Nous ne l'exploitons pas. On se limite sur des histoires cosmétiques. Oh, il veut être président. Encore c'est de son droit. C'est légitime d'être Voilà, président, il n'y c'est a pas de problème. légitime. Donc, ce régime croit qu'il est le seul qui deviendra président et les autres doivent rester là. Qui leur a dit ça? Ça, ce n'est pas leur pays, messieurs. Donc, faisons les choses proprement. Très Ou bien. alors, on perdra. Je termine par Avec Karega. Karega. Ouais, et puis les 3 minutes, ça sera la question. Karega, vous savez, lorsque M. Tshisekedi arrive, le Rwanda accrédite Karega. Karega, ce n'est pas un ambassadeur, c'est un espion, c'est un flic. Les chefs de renseignement militaire à l'époque, le général Delphin Kaimbi, feu paix à son âme, avait alerté. Il ne faut pas accepter ces messieurs parce qu'ils venaient d'être expulsés d'Afrique du Sud. Nous n'avons pas écouté. On l'a accrédité. C'est un espion. Celui-là, ce n'est pas un ambassadeur, non. Parce que c'est ça aussi le problème. Notre diplomatie, c'est quoi? C'est une diplomatie de façade, une diplomatie de simple représentation protocolaire. Vous prenez une sœur de madame, vous envoyez ambassadrice en Chine. Vous prenez un petit frère de ton cousin, tu envoies ambassadeur en Afrique du Sud. Tu attends quoi, monsieur? C'est un monsieur qui est venu signer les visas et c'est tout. Il ne nous défend pas, il ne sait même pas ce que ça veut dire. On ne met pas les experts. On ne valorise pas les intelligences. Très bien. Donc, Merci. Karega, si on nous avait écouté à l'époque de l'expulser, aujourd'hui, on devait fermer les ambassades. Parce que les relations diplomatiques ne sont pas rompues pour autant. L'ambassade rwandaise est toujours là et fonctionnelle. Il y a un chargé d'affaires qui va continuer. Notre ambassade est fonctionnelle à Kigali. On n'a pas d'ambassadeur là-bas. J'ai vérifié. Nous avons un chargé d'affaires. Parce que les gens ont dit comment on a expulsé Karega, on n'a pas comment. Non, on n'a pas un ambassadeur à rappeler. Nous, on a un chargé On a d'affaires. rappelé les chargés chargés d'affaires. Le chargé d'affaires, on l'a rappelé. Donc, Le même jour, d'ailleurs. Si on avait écouté à cette époque du début de l'agression, de commencer par expulser Karega, aujourd'hui, on allait fermer les ambassades au même fin. Il faut fermer, c'est la même chose avec l'Ouganda. Nous n'avons pas d'alliés dans ces histoires. Fermer avec l'Ouganda, fermer. Il faut arrêter cette histoire de forces régionales, nous concentrer sur nous-mêmes et notre diplomatie. Et je termine par rappeler à mon frère que le plus grand adversaire de Kagame, c'est les FDLR. Et les FDLR que vous voyez là, la plupart des vieux messieurs, dames
qui sont accusés d'avoir commis les génocides chez eux, qui avaient 20 ans, 30 ans, 50 ans, ils sont déjà morts dans la forêt congolaise. C'est depuis 28 ans. Ils n'existent plus. Les FDLR qui existent aujourd'hui, c'est des jeunes gens venus à l'âge de 5 ans, de 8 ans, ou qui sont nés là-bas et qui n'ont pas commis de génocide. Ces gens ont droit de rentrer dans leur pays. Il va falloir qu'à un moment, qu'on change nous aussi les choses. Qu'on le soutienne. Voilà, au lieu qu'on nous accuse tous les jours qu'on soutient alors qu'on ne soutient pas, mais soutient. Il faut commettre la faute. Alors, mais on aura sur le dos tous ces gens. Il faut se battre à armes égales. C'est notre intérêt à nous. Très bien. Quand la Russie a eu ses intérêts menacés, contre tout le monde, il fait la guerre et il l'amène. Pour votre intérêt, si vous devez rester là à dire, nous, il ne faut pas qu'on fasse, mais qui nous soutient dans tout ça? Le Rwanda est en train de nous agresser. Très pour bien. ses intérêts. Donc, je finis par là. Merci. Le mot rétrocession, vous avez parlé des gouverneurs par rapport au développement de notre province. Le mot rétrocession, qui l'a inventé? Ce mot n'existe nulle part dans notre constitution. Ce qui existe, c'est la retenue à la source. Vous ne pouvez pas condamner des gouverneurs qui n'ont pas de moyens, qui n'ont rien, qui n'ont que des maigres recettes provinciales. Moi, j'ai été chargé de communication du gouverneur Bamanissa, à Ituri. À un moment, nous pensions que Kinshasa nous a oubliés. Même rétrocession, là, on n'en avait pas. Vous imaginez, on n'avait que des maigres recettes provinciales. Ces recettes-là ne suffisent même pas pour faire fonctionner un gouvernement provincial. On a une assemblée provinciale, on a 10 ministères provinciaux qui ont du personnel. On a tous ces services rattachés au cabinet du gouverneur. Et quand vous n'avez pas de ressources, la Constitution prévoit la retenue à la source. Très bien. Et si on applique ça, évidemment, les gouverneurs auront de moyens. Mais si on les laisse comme ça, on va échouer. Merci, Cette Luc. histoire de rétrocession, il faut supprimer. Ça n'existe nulle part. C'est Kabila qui les a inventés. Il faut supprimer. Ça ne cadre pas avec comment dire, la décentralisation, la forte décentralisation que prend notre Constitution. C'est la retenue à la source. Merci beaucoup, Luc. Très chers téléspectateurs, vous suivez cette émission. On a dépassé notre temps, mais je prendrai 2 légères minutes pour les accorder à Christian pour clôturer cette émission. Vous avez la parole. Bon, je ferai un effort d'être synthétique. Ouais. Kagame, à la fin, je ne pense pas, parce que nous avons l'habitude à Kinshasa, au Congo, de voir la personne de Kagame, mais Kagame, c'est le visage ou la pensée de l'élite politique actuelle au Rwanda. C'est comme ça que pense l'élite. Et donc, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que ce n'est pas sa personne, c'est l'élite rwandaise qui pense. Et l'élite rwandaise, aujourd'hui, travaille sur quoi? Mais elle travaille sur le fait qu'il faut élargir la mutualité du Rwanda. Le Rwanda a fait un travail diplomatique, d'entrer dans tout ce qui est multilatéral, Banque africaine de développement, l'Union africaine, francophonie. Ils envoient les forces Commonwealth, les forces dans toutes les opérations militaires qui se mettent dans la sous-région. Le Rwanda développe son renforcement des relations avec la Grande-Bretagne. Vous avez suivi l'histoire des migrants britanniques qui devaient venir vers l'Afrique. C'est dire qu'ils ont une pensée pour asseoir leur rayonnement et donc continuer à défendre ce rayonnement-là. Ils sont comptés aujourd'hui parmi les pays africains qui reçoivent les grands événements au niveau africain. Donc, ils ont cette politique-là. Ce qu'il nous faut faire, mais c'est changer notre diplomatie. Il faut changer nos modes de lobbying, notamment comme je le dis, vers le pays anglo-saxon. Prenez un cas. La Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne et donc aujourd'hui a pour priorité l'Afrique. Mais qu'est-ce que nous faisons pour intégrer, en termes d'intérêt, les intérêts britanniques au Congo? Le premier gouvernement qui a été mis en place avec les Truss, il y avait 4 ministres d'origine africaine. Un Ghanéen, un Kenyan, un Sierra Leone, je crois. Mais c'est pour dire que la priorité de la Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est l'Afrique. Parce qu'en perdant le marché européen, le marché sur lequel ils peuvent travailler, c'est l'Afrique. Mais qu'est-ce que nous, comme Congo, nous pensons? Ils ont mis en place le sommet Yuka-Africa pour permettre ce rayonnement-là. C'est une opportunité pour le Congo. Mais comment les stratèges congolais réfléchissent aujourd'hui à gagner cette entrée de la Grande-Bretagne au Congo? Parce que nous avons plus à donner que le Rwanda. Mais cette histoire de l'immigration n'a pas beaucoup arrangé le Congo aussi. Mais pas que l'immigration, il y a beaucoup d'intérêts économiques derrière. derrière. Quand ils décident de faire ça avec le Rwanda, ça a quand même gêné les Congolais. C'est le Rwanda qui propose, et parce qu'il a compris qu'il y a un gouvernement, à l'époque Boris Johnson, qui était à cheval sur la question de l'immigration, et donc ils ont trouvé un élément de réponse à la politique migratoire de Boris Johnson qui voulait flatter l'électorat conservateur britannique. Donc, mais ils se sont positionnés. Mais comment nous nous positionnons? Aujourd'hui, il y a des conservateurs qui sont au pouvoir, qui peuvent tomber, les travailleurs qui vont venir demain. Comment nous nous positionnons sur les questions britanniques? Parce qu'ils ont un marché qu'ils sont en train d'ouvrir pour l'Afrique. Le problème, c'est nous-mêmes. Et tant que nous ne développons pas cette capacité de réflexion stratégique et d'intelligence stratégique, les autres penseront à leurs intérêts. Il sera toujours au détriment du Congo.
Merci beaucoup, Christian Moleka. Merci. Est-ce que vous avez tout fini ici? Non, Karega, oui, il fallait le faire partir Oui. parce que ça permettait une sorte d'escalade. Vous voyez, le fait qu'on l'a fait partir a poussé à cette réaction qu'on a eue à l'ONU et ainsi de suite parce qu'on a senti qu'il y avait l'escalade. Mais le problème du Congo, c'est que nous mettons l'escalade et puis nous reculons. Moi, je crois qu'il faut maintenir l'escalade. Il faut maintenir l'escalade, maintenir la pression pour pouvoir gagner un peu plus. Merci beaucoup, Christian Moleka. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la DIPOL RDC, une structure de politologues. Un think tank de politologues de la RDC. Très bien. Merci à vous aussi, Edmond Izouba. Très flatté de votre analyse. Aujourd'hui, vous êtes journaliste opinion.cd, le patron de l'opinion.cd d'ailleurs, il faut le dire. Merci Luc Malembe. Luc, vous êtes cadre de l'ECID et communicateur de la MOUCA. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et de vos pertinentes analyses. Mesdames et messieurs, c'était un grand honneur, un grand plaisir d'avoir présenté cette émission avec ces intelligences et j'aurai le même plaisir de vous retrouver certainement la semaine prochaine. C'est vrai qu'à Grande Tribune, je me réserverai probablement 2 jours par semaine pour essayer de partager aussi comme ça l'actualité. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'RDC.